Bonjour à vous et bienvenue dans le 200e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Avant de démarrer ce nouvel épisode, laissez-moi vous remercier pour votre fidélité, vos retours ou vos petites attentions sympathiques. Ils sont le carburant qui me pousse à vous proposer chaque épisode depuis maintenant 6 années. Voilà donc 200 épisodes de bouclés pour un podcast que j'écris et réalise seul avec l'aide grandement bienvenue des maisons d'édition que je remercie chaleureusement là aussi. Comme toujours, le Buller vous propose toutes les 2 semaines de retrouver en une vingtaine de minutes cet album de bande dessinée qui viennent de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Dans une première partie, je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et dans la seconde, je reviendrai sur 6 autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail du nouvel album très intime de Jean-Louis Tripp, baptisé Impair, un album très personnel dont vous devinez déjà le sujet, un titre édité chez Casterman. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux 6 albums suivants. C'est dans une salle de boxe que l'on commencera en découvrant l'album Les Étincelles que nous devons à Pauline Lega ainsi qu'aux éditions Sarbacane. Je parlerai ensuite de Caballero Bueno où nous sommes entraînés sur l'île de Pâques pour y suivre l'inspecteur Valverde mener une enquête, un titre signé Thomas Lavacherie au scénario, Thomas Gilbert au dessin et c'est édité chez Rue de Sèvres. Avec Plus loin qu'ailleurs, le nouvel album du très talentueux Christophe Chaboutet, nous découvrirons qu'il n'est pas forcément nécessaire d'aller bien loin pour voyager, un album édité chez Glénat sous le label Vent d'Ouest. Il sera temps ensuite d'aborder un album bien singulier que nous devons à l'auteur espagnol Josep Oms, Le Diable et Choral, un titre édité chez Dargaud où Satan partage l'affiche avec une jeune fille. Je vous présenterai aussi la vie de Candy Darling à travers l'album Candy Superstar et les muses de la pop, un voyage dans le New York des années 60-70 que propose la scénariste Claire Translate, le dessinateur Livio Bernardo et c'est édité chez Delcourt dans la collection Ancrage. Enfin, je terminerai par la réédition d'un western intense sorti à l'origine en 1996 chez Delcourt, Chien de prairie, qui revient en librairie chez Hanspach, un titre signé Philippe Forster au scénario et Philippe Berthet au dessin, 6 albums qui, comme vous l'aurez certainement compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore qui ne seront pas présentés ici. Sachez que si vous m'écoutez depuis Spotify, vous pouvez vous précipiter sur l'application pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi voter pour votre album préféré parmi les 7 présentés ici. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes et je l'espère aussi, de très bonnes futures lectures. Êtes-vous déjà posé un jour la question de savoir qui était réellement votre père, qui était cet autre qui vous ressemble tellement et qui est à la fois différent que vous avez connu une grande partie de votre vie mais dont vous vous rendez compte que parfois vous êtes passé à côté. Ce qui est valable dans ce sens est aussi valable dans l'autre, qui est cette personne qui ne sait pas tout de vous, surtout ce que vous avez voulu lui cacher, cette personne qui s'est parfois éloignée de vous au point d'avoir l'impression que votre vie ne l'intéressait pas. C'est sur tout cela qu'essaye de mettre le doigt Jean-Louis Tripp dans son dernier ouvrage, un beau bébé de presque 360 pages, sorti en librairie le 14 mai dernier, un livre qui vient s'inscrire dans la ligne droite des 2 tomes d'Extase ou encore de son précédent projet personnel, Le Petit Frère. On y retrouve d'ailleurs ici un format similaire, couverture souple, forte pagination et bien entendu, c'est aux éditions Casterman qu'est édité ce nouveau venu où père et fils se font face, presque en miroir, sur cette même couverture dont on reconnaît tout de suite le dessin si caractéristique de l'auteur installé à Narbonne.
C'est donc dans un nouveau projet introspectif qu'il nous propose de le suivre, après avoir abordé avec franchise un pan de sa vie sexuelle avec extase, de nous avoir parlé de la disparition de son frère Gilles dans Le Petit Frère. C'est donc son père, et en creux lui-même, qu'il aborde dans Un père. Si je dis qu'il parle de lui-même, c'est que cette bande dessinée n'oublie pas de dire quelque chose de fondamental. L'autre est multiple, il a autant de vies que de personnes qui le connaissent. Ici, il raconte donc son père depuis son regard à lui, ponctué de quelques témoignages comme celui de sa mère. Son père s'appelle donc Francis et il est professeur, militant actif au Parti communiste, altruiste et croyant aux idéaux de justice sociale. Il aime voyager et on le découvre aussi en homme fasciné par le progrès technique. Avec l'arrivée de Jean-Louis en 1958, il va aussi devenir un papa, un père attentif et bienveillant avec ce garçon qui fait les 400 coups, chose que n'omet pas de raconter l'auteur avec une certaine gourmandise, il faut bien l'admettre. Durant les 4 premières années de sa vie, c'est même un papa qui peut s'occuper exclusivement de ce qui est encore à cette époque un fils unique, une relation exclusive qui va évoluer avec les naissances de Dominique et de Gilles. Côté famille, l'ambiance est plutôt pesante à la maison avec des parents qui ont tous les deux un gros caractère, qui sont tous les deux professeurs, des parents qui ne font pas toujours preuve d'une grande vigilance vis-à-vis de leurs enfants. Il faut dire que nous sommes à une autre époque, un temps dans lequel Jean-Louis Tripp n'a aucun mal à nous embarquer dans une société où la fessée se pratique encore au quotidien, Françoise Dolto ne s'étant pas encore invitée au sein de la famille Trippier-Mondancin. L'ouvrage est justement parsemé de petites histoires, d'anecdotes, de récits de famille qui donnent à voir non seulement ce papa, mais aussi ce fils que l'on voit grandir avec chevillé au corps une très forte envie d'indépendance. Si on ressent l'amour que Jean-Louis porte à son père, on devine aussi ce qui a séparé les deux hommes, avec ce rêve troublant qu'un psychologue expliquerait facilement où Jean-Louis tue le père pour aller ensuite l'enterrer en forêt. Comme sur Le Petit Frère aussi, nous retrouvons un noir et blanc ponctué de quelques pages en couleur pour raconter cette histoire, un dessin généreux qui ressemble à son auteur, un Jean-Louis Tripp qui n'est jamais aussi bon que quand il devient un raconteur d'histoire. C'est qu'à 67 ans, non seulement son style s'est affiné et affirmé, avec ce trait souple tout en rondeur, mais son expérience de vie lui permet d'avoir la distance nécessaire pour revenir sur les éléments de son passé avec une certaine sincérité et une grande générosité. Comme sur les ouvrages précédents, on pourra trouver des moments de vie qui font écho aux nôtres, nous rappelant par là même qu'un destin singulier est toujours capable de trouver des résonances chez les autres, d'où la nécessité de raconter des histoires, même quand elles sont bien personnelles. Inutile de vous dire donc que j'ai beaucoup aimé me plonger dans le nouveau livre de Jean-Louis Tripp, un album émouvant, amusant, captivant et bouleversant, un titre dans lequel on prend plaisir à suivre ce double destin, celui d'un fils qui nous raconte un père tel qu'il l'a connu. Deuxième partie de ce podcast dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement 6 albums sortis ces dernières semaines en librairie. C'est dans un gymnase et sur un ring que nous transporte mon premier coup de cœur, Les Étincelles, album qui nous arrive tout droit d'une jeune autrice qui pratique elle-même la boxe, sport qui va se retrouver au centre de cette histoire. La jeune autrice en question s'appelle Pauline Lega, elle propose avec ce premier titre sorti en librairie une plongée dans un domaine qui lui tient à cœur puisqu'elle est, comme je le disais, elle-même boxeuse et coach en parallèle de ses activités artistiques. Les Étincelles est donc un titre qui va plonger le lecteur dans le quotidien d'un gymnase où viennent s'entraîner les boxeurs sous la férule de Fernando Mota, le coach, ancien champion du monde, titré à Douala au Cameroun. Dans la salle, on retrouve aussi Abel, jeune homme calme et posé, qui travaille au magasin de fleurs avec sa mère, mais qui espère surtout pouvoir devenir un jour coach à son tour, depuis qu'il a appris que l'épilepsie dont il souffre l'empêcherait de faire carrière. On va le voir boxer avec Pia, jeune femme au fort tempérament qui vit avec son copain Fabio, une relation toxique qui va évoluer après que Pia se soit blessée durant un entraînement avec Abel.
Arrivé du Cameroun avec l'espoir de pouvoir envoyer rapidement de l'argent à sa famille, restée au pays, nous découvrons aussi Issa, lui qui n'hésite pas à suppléer le coach lorsque celui-ci doit s'absenter de la salle. Issa vit dans un foyer et il est inquiet car son père au pays ne va plus pouvoir travailler longtemps et s'il n'arrive pas à trouver de quoi gagner sa vie en France, il va devoir repartir au Cameroun prendre la succession de son papa. C'est donc au sein de ce microcosme que nous sommes transportés dans les 144 pages de cette histoire pleine d'humanité et plutôt bien menée, abordant au passage des thèmes différents comme l'immigration ou encore les violences conjugales. Dans ce gymnase se côtoient donc plusieurs tempéraments, mais aussi plusieurs réalités, chacun venant avec ses blessures ou ses difficultés que l'on oublie le temps d'un combat ou d'un entraînement. Le trait de Pauline Lega colle parfaitement bien à ce récit, une ligne claire moderne, tout en simplicité, un dessin rehaussé par des couleurs plutôt froides mais douces, donnant à ce titre un certain charme qui le rend agréable à lire. Présenté comme un nouveau talent par les éditions Sarbacane qui publient ce premier album, il est vrai que Pauline Lega porte en elle de belles promesses avec ce premier titre qu'elle signe entièrement, un jeune talent que je ne manquerai pas de suivre et dont je scruterai de près les prochains projets. C'est sur l'île de Pâques que je vous entraîne maintenant, une île connue pour ses fameuses statues dont aujourd'hui encore il est compliqué de savoir qui et à quel moment ces visages qui ont traversé les époques et les intempéries ont été érigés. Mais dans Caballero Bueno, il ne sera pas question de faire du tourisme, mais plutôt d'élucider un meurtre, celui d'un Anglais retrouvé mort au bas d'une falaise, après avoir été traîné par le cou sur une grande distance. Sur l'île de Pâques, c'est l'inspecteur Valverde que nous allons suivre, un drôle d'enquêteur à la stature imposante, on lui fait souvent remarquer son obésité, capable pourtant de faire preuve d'une grande sensibilité, comme lorsqu'il sort son violon pour en jouer. Cette enquête de l'inspecteur Valverde, pour reprendre le sous-titre de l'ouvrage, ne commence d'ailleurs pas sous les meilleurs auspices, car il sent clairement qu'il n'est pas le bienvenu sur l'île, comme lui fait comprendre le gouverneur Valdés, qui l'accueille froidement. Il faut dire que celui-ci a déjà son coupable tout trouvé, un pauvre fou qui est issu de la tribu des Pascuans, les autochtones des lieux, un coupable déjà emprisonné à qui l'on a fait signer des aveux. Mais voilà, c'est sur recommandation du roi du Chili, pays à qui appartient l'île, que Valverde s'est déplacé sur ce gros caillou, pas question donc de bâcler cette enquête qui a vu un ressortissant anglais être assassiné. C'est donc dans une sorte de huis clos qui se déroule sur un territoire inhospitalier, entouré par les flots, que nous transporte le scénario de Thomas Lavacherie. Il multiplie les pistes pour perdre notre inspecteur et jouer avec la sagacité du lecteur. Comme sur la série Björn le Morphir, c'est en compagnie de Thomas Gilbert qu'il signe ce titre, un album où le trait de Gilbert, tout de suite identifiable, fait preuve de précision et donne beaucoup d'expressivité à ses personnages. Il s'est aussi donné du caractère à cette île de Pâques, qui devient un véritable personnage à lui tout seul, lieu énigmatique où la pluie semble tomber sans discontinuer, rendant inhospitalier cet endroit où l'on enferme les Pascuans. Bref, nous avons là un titre passionnant à lire, une enquête que l'on prend grand plaisir à suivre, un titre où scénario et dessin fonctionnent de concert pour faire passer un très bon moment de lecture. Ce sont les éditions Rue de Sèvres, tout comme pour Björn le Morphir du duo Lavacherie-Gilbert, qui publie cet album, un titre sorti le 23 avril dernier, que je recommande chaudement. Avec Plus loin qu'ailleurs, le nouvel album de Christophe Chaboutet, paru aux éditions Glénat dans la collection Vent d'Ouest, je vous propose de suivre un personnage, un certain Monsieur Bouillot, qui va embarquer pour l'Alaska pour des vacances bien méritées. Il s'avère que le monsieur en question travaille de nuit à la surveillance d'un parking, emploi idéal pour être tranquille et passer ses nuits à dessiner, une passion qui semble animer son quotidien. Car pour le reste, celui qui paraît facilement à la cinquantaine n'a aucune vie sociale, ne sort jamais et ne connaît même pas le facteur qui vient lui livrer le courrier chaque jour, vivant comme un véritable ermite. C'est donc peu de le dire que ses vacances sont non seulement bien méritées, mais elles vont surtout lui permettre de voir du pays, chose dont il a hâte au vu du sac préparé en avance et des guides achetés pour se renseigner sur sa destination.
Problème pour notre monsieur Bouillot, quand il arrive à l'aéroport, la compagnie qui organise ce voyage a fait faillite, le vol est annulé et pour ne rien arranger, en quittant l'aéroport déconfit, notre héros tombe dans un escalator. Après un petit crochet par l'hôpital pour se faire poser une grosse attelle, c'est complètement dépité qu'il rentre chez lui en taxi. Toutefois, c'est décidé, si ce n'est pas en Alaska, l'aventure aura lieu un peu plus proche, puisque ce sera dans son quartier. Les valises sont posées dans l'hôtel en face de chez lui, le journal de bord est ouvert sur le bureau, et c'est parti pour une expédition qui mélange poésie et découverte réaliste d'un lieu dans lequel il passe pourtant tous les jours. Une fois encore, avec ce dessin si caractéristique, en blanc et noir si je puis dire, Christophe Chaboutet nous livre une histoire simple et captivante à laquelle il donne beaucoup d'humanité et de profondeur. Il parsème quelques pages de couleurs, chose rare dans l'œuvre de cet artiste, dont le talent se bonifie avec les années, proposant toujours un graphisme précis et un rythme enlevé malgré la banalité de la vie de ce monsieur tout-le-monde. Quand l'aventure vous attend au coin de votre rue, quand on fait le choix de partir tout en restant, ça donne un livre étonnant et captivant qui donne envie de partir pour explorer son environnement, carnet de notes à la main. Ce sont les éditions Glénat, dans sa très intéressante collection Vent d'Ouest, qui édite cet album sorti le 7 mai dernier en librairie, un titre qui, comme vous l'avez sûrement compris, m'a fait une bonne impression et que je recommande chaudement là aussi. C'est en compagnie du maître des enfers, le diable en personne, que je vous propose de découvrir mon coup de cœur suivant, Le Diable et Coral, un titre d'une grande originalité signé par l'artiste espagnol Josep Oms. Ces dernières années, celui-ci était occupé par la très bonne série Chi, qu'il co-signe avec Zidrou. Ici, il nous propose en tant qu'artiste complet une histoire dont la noirceur se devine déjà sur la couverture. On y découvre l'héroïne de l'histoire, une adolescente qui répond au prénom de Coral, avec un diable dans l'obscurité en arrière-plan, dont le sourire carnassier est d'emblée très inquiétant. Il faut dire que l'histoire nous entraîne à Prague en 1938, et l'on comprend aisément qu'à cette période, dans cette région du monde, le diable y avait toute sa place, comme l'illustre cette pleine page où il défile dans une voiture en compagnie du chancelier Hitler. Coral est d'ailleurs juive, son père est le grand rabbin Judah Loew, et l'on comprend que ce dernier, devenu impotent avec l'âge et suite à un accident, avait des pouvoirs surnaturels et pratiquait l'exorcisme à l'occasion. C'est cette pratique qui a permis au rabbin de rencontrer celui que l'on nomme aussi Lucifer ou encore Satan, une proximité entre les deux hommes qui les a rapprochés avec le temps au détriment de Coral. En effet, ce que l'histoire nous apprend, et je me garderai bien de vous en dire trop à ce sujet, c'est que Coral et le diable ont un lien très fort qui les unit, un lien que l'on découvre grâce à un jeu d'aller et retour dans la chronologie. À une époque où les guerres sont de retour, où le mal semble se réinstaller tranquillement dans nos sociétés, le diable et Coral apparaît comme une fable futée sur la place que l'on attribue à ce personnage arrivé tout droit des enfers que la société invoque souvent. C'est donc un album passionnant et parfaitement bien maîtrisé que s'initie Oms, qui propose avec ce titre son premier album de bande dessinée où il est l'auteur unique et complet. On retrouve avec grand plaisir son trait précis et fouillé, qui fait toujours des merveilles, un dessin accompagné par des couleurs sombres qui collent parfaitement bien avec le sujet déployé ici. Porté par une héroïne qui ne manque pas de caractère et qui tente de tenir tête au diable, cette bande dessinée permet surtout de passer un bon moment de lecture tout au long des 112 pages de cette histoire. Ce sont les éditions d'Argo qui publient cet album, arrivé en librairie le 25 avril dernier, un titre de grande qualité dans lequel je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. C'est un album aux accents pop et colorés qui vous attend avec Candy Superstar, titre qui vous propose une plongée dans le New York des années 60-70, où l'on va y suivre Candy, Holly et Jackie, trois phénoménales créatures que l'on voit graviter dans l'orbite d'un certain Andy Warhol. Si Candy Darling est l'héroïne de cette histoire, donnant son nom au passage à l'album, en réalité, ce sont trois destins que l'on découvre évoluant dans une société pas tout à fait prête à les accueillir. Qu'à cela ne tienne, elles vont passer de la discrétion la plus totale, comme on le découvre dès les premières pages,
au grand écran, puisque Candy fera une carrière remarquée du côté du cinéma, comme on le voit à la fin de l'ouvrage. Le plus intéressant, c'est la trajectoire que va connaître cette femme, en compagnie de ses amis, une femme dont on admet encore difficilement la particularité à cette époque, puisque c'est une femme trans, née dans le corps d'un garçon. Avec Jackie et Candy, toutes les trois se comprennent, puisque chacune est transsexuelle aussi, même si Candy a cet avantage non négligeable d'avoir un bon passing, des traits féminins, et qu'elle fait se retourner la jante masculine sur elle. En arrière-plan de ce destin hors du commun, c'est le New York de ces années-là qu'on redécouvre, celui où la police arrête et passe à tabac les gays et les transsexuels en toute impunité. C'est aussi un Manhattan en pleine effervescence dans lequel nous sommes immergés, avec la Factory d'Andy Warhol comme lieu où se concentrent les milieux interlopes et les génies en herbe comme Lou Reed ou encore Paul Morrissey. C'est donc un morceau de l'histoire contemporaine américaine que l'on retrouve dans cet album qui permet de voir aussi quel fut le combat des personnes trans ou des homosexuels pour arriver à une véritable reconnaissance. Le moins que l'on puisse dire est que cette histoire est enlevée, captivante, n'hésitant pas à revenir sur la tentative d'assassinat sur Andy Warhol par Valérie Solanas, avec comme bande-son le fameux Walk on the White Side que va interpréter Lou Reed et qui accompagne chaque chapitre de cette lecture. Reflet d'une époque et d'une culture encore underground, elle est parfaitement racontée par le scénario d'une Claire Translate qui mélange fiction et réalité pour faire revivre ce New York haut en couleur. En parlant de couleurs, la gamme chromatique, assez pop, dans une bichromie où le rouge, le rose, le jaune et le bleu s'alternent, ne serait pas pour déplaire à Andy Warhol en personne. Le dessin est signé Livio Bernardo, son trait fait preuve de beaucoup de vivacité, il donne aussi de la personnalité et de l'expressivité à des personnages que l'on prend plaisir à suivre tout au long des 296 pages de ce joli bébé. Ce sont les éditions Delcourt dans la collection Ancrage qui publie ce titre foisonnant et captivant, un album sorti le 7 mai dernier qui résonne comme un véritable voyage dans le temps que j'aurais adoré faire. Comme toutes les 2 semaines, l'épisode s'achève avec un album spécial, la réédition de Chien de Prairie, un western captivant qui est sorti à l'origine en 1996 et qui n'a rien perdu de son originalité presque 30 ans plus tard. Ce sont les éditions Hanspach qui ont eu la brillante idée de ressortir cet album qui avait vu le jour à l'origine chez Delcourt, un titre qui nous entraîne dans les plaines américaines pour un western d'une redoutable efficacité. En voix off pour nous raconter cette histoire, récit que l'on découvre à travers la correspondance qu'elle entretient avec cette fille qu'elle a abandonnée, une certaine Calamity Jane qui va nous narrer une aventure arrivée à un certain J.B. Bone. Ivrogne, tueur et pilleur de banque, celui-ci a perdu son comparse et ami Ben Donegan lors du dernier braquage commis à Ogallala et il s'est promis de ramener son corps à Kaiser Rock dans le Montana pour le faire reposer auprès de sa fiancée. C'est ainsi que derrière son cheval, il traîne le corps de son ami qui voyage entre 4 planches, une épopée pour un J.D. Bone qui est devenu un vieillard et qui se promet à qui veut l'entendre que pour lui aussi, les braquages c'est du passé. Comme vous devez vous en douter, rien ne va se passer comme prévu dans ce western resserré sur 64 pages, ce qui lui donne ce rythme enlevé avec une lecture que l'on ne voit pas passer tant elle est captivante. D'autant qu'en plus d'avoir un cadavre sur les bras, bientôt Bone va se retrouver avec un gamin dans les pattes, un enfant égaré parmi ceux que Calamity Jane a escortés pour les emmener à l'orphelinat. Ajoutez à cela ceux, et ils sont nombreux, qui ont un compte à régler avec Bone, dont la tête est mise à prix et qui en plus transporte avec lui le butin de son dernier braquage, et l'on se retrouve avec tous les ingrédients d'un bon western comme on les aime. D'ailleurs, les 6 dernières pages de l'ouvrage reviennent sur la jeunesse de ce projet que l'on doit au scénario efficace de Philippe Forster et au dessin semi-réaliste de toute beauté du talentueux Philippe Berthet. Les deux nous entraînent dans une histoire où il ne manque absolument rien des codes du western, tout en apportant leur originalité avec des personnages hauts en couleur par exemple. En parlant de couleurs, nous les devons à Dominique David qui alterne entre le sombre et la lumière, finissant de donner du relief aux très beaux dessins dont certaines planches en noir et blanc et des croquis sont reproduits en fin d'album.
Revenu en librairie le 23 mai dernier, Chien de Prairie est un album que je ne connaissais pas du tout et que j'ai adoré découvrir, un western de très bonne facture qui m'a fait passer un très bon moment de lecture. Ainsi se termine ce 200e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie à l'album Impair que nous devons à Jean-Louis Tripp et qui est sorti aux éditions Casterman. J'ai comme toujours pris plaisir à vous préparer et à vous présenter cet épisode. J'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche. Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Buller en images, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte lebuller.podcast. Vous y retrouverez la présentation des 7 albums évoqués aujourd'hui, mais aussi d'autres titres sortis récemment en librairie. C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi, et en attendant de vous retrouver le lundi 9 juin, je vous souhaite de très bonnes semaines, mais aussi de très bonnes lectures.